quand vous votez, est-ce que vous avez plutôt tendance à voter pour un candidat d'origine turque ou un autre? Mais je vais être franc. Oui, ça y prend. Plutôt turc. Mais bon, si dans la liste il y a des Belges qui me plaisent, je les mets aussi. Mais sinon, vous choisissez plutôt un turc. Plutôt turc. Ça s'appelle un vote communautariste. Vous vous assumez là-dedans? J'assume. Chercheur indépendant et bon observateur de la vie politique, Pierre-Yves Lambert a collectionné plusieurs centaines de tracts électoraux, dont quelques beaux spécimens de dérive communautariste. Bon, on a par exemple des tracts qui sont des tracts bilingues français-turc, néerlandais-turc. Par contre, on a quelques tracts qui sont des tracts unilingues turcs. Où là, bon, évidemment, quand ça tombe entre les mains d'une personne qui ne comprend pas le turc, elle se demande si ce sont vraiment des élections en Belgique. Et ceci, c'est quoi? Donc ça, c'est après les élections de mai dernier, c'est les remerciements d'Emir Kir pour les électeurs qui ont voté pour lui. Oui. Et c'est des remerciements uniquement en turc. Ça a été affiché sur les vitrines de café turc à Saint-Josse. Saint-Josse-ten-Noode, maison communale, région bruxelloise, commune qui compte une très importante population d'origine turque. Après les élections communales de 2012, Emir Kir, né en Belgique de parents turcs, devient bourgmestre grâce à ses voix de préférence. Alors qu'à l'évidence, une large part de sa stratégie électorale vise les électeurs de sa communauté d'origine, il s'indigne si je lui fais remarquer. Je regrette qu'à chaque fois, on en vienne aux origines. C'est à la limite de la xénophobie, de la turcophobie que j'entends très régulièrement, qui est insupportable. Quand est-ce que je vais devenir belge à part entière? Peut-être que vous deviendrez belge à part entière pour des tracteurs quand vous n'enverrez pas des tracts ou des lettres de remerciement turques. Il est pourtant piquant de constater combien M. Kir cultive lui-même ses origines turques. Publicité électorale dans des journaux turcs, campagne jusqu'à Emirdağ, ville dont sont originaires la plupart des belgo-turcs de sa commune, jumelage de Saint-Josse avec une ville d'Anatolie, etc., etc. Et M. Kir n'ignore évidemment pas que certains de ses électeurs sont sensibles à ses origines. Pourquoi vous votez pour un turc plutôt que pour un belgo-belge, disons? Disons qu'on a besoin d'être un peu plus représenté. Là, vous avez l'impression qu'ils vous représentent, vous, en tant que turc, au Parlement? Exactement, tout à fait. Alors, M. Kir, cette communication ciblée sur les Turcs. Je ne l'ai jamais fait dans un cas dépliant. Ce sont des courriers. Vous le voyez bien que c'est une signature avec un courrier. Vous avez fait des campagnes électorales dans des journaux en turc dont vous n'avez pas déclaré les frais lors des élections. La plupart des formations politiques font la même chose, mettent des publicités dans ces journaux. Vous n'avez pas le monopole. Oui, mais quand ce sont des partis qui le font, d'autres candidats qui le font, ça ne pose aucun problème. Si, ça pose problème aussi. Non, vous le posez comme un problème. C'est quelque chose qui est tout à fait légal. C'est une question d'opportunité. Avec le PS, Emir Kir est loin d'être le seul parti à jouer la carte communautariste. Mahinour Özdemir, député bruxellois CDH, également belgo-turc, siège voilé au Parlement. Elle s'est mariée en grande pompe à Istanbul avec l'attaché de presse d'une députée du parti islamiste du président turc Erdogan en présence de celui-ci. En Turquie, Mahinour Özdemir est dans tous les médias. On la voit ici à la TV invitée avec Emir Kir. Cette république, dont son fondateur Atatürk a fait un État laïque, est aujourd'hui dirigée par un président qui rêve de la ré-islamiser. Et donc pour Ankara, une députée belgo-turque qui siège voilée dans la capitale de l'Europe, c'est un fameux pain béni. Autre propagande communautariste, un Marocain cette fois, tract en néerlandais d'un côté et en arabe de l'autre. Il est vrai, comme plusieurs études l'ont déjà montré, que ces candidats turcs et marocains n'ont pas le monopole des pratiques communautaristes lors des élections. D'ailleurs, scrutin après scrutin, dans la presse écrite, on trouve chaque fois des articles qui épinglent certaines de ces méthodes présentées comme critiquables. Janvier 2014, le numéro 1 turc, l'islamiste Recep Erdogan, est à Bruxelles. Manifestation de soutien spontané, entre guillemets. 3000 Turcs l'acclament devant son hôtel place Stéphanie. Bref extrait très éloquent d'un discours qu'il a tenu plus récemment. Vous ne pouvez pas mettre la femme et l'homme sur un pied d'égalité. C'est contre la nature, parce que la nature de la femme est différente. Notre religion, l'islam, a défini une place pour les femmes. C'est la maternité.
Vous ne pouvez pas expliquer cela aux féministes parce qu'elles n'acceptent pas l'idée de la maternité. Dans la salle, aucune femme n'a protesté contre ces propos scandaleux. Comme ici à Bruxelles, le président turc tient visiblement à garder la patte sur 16 expatriés. Il vient régulièrement en Europe où ils sont 6 millions. Erdogan les exhorte à bien s'intégrer, mais à ne jamais s'assimiler, car pour lui, c'est un crime contre l'humanité. Erdogan a dit l'assimilation est un crime contre l'humanité. C'est pas moi qui il a dit, Erdogan il a dit, assimiler c'est autre chose, l'intégration, la participation c'est autre chose. Un Turc reste turc pour l'éternité? Un Turc reste toujours turc d'un côté, oui. Mais vous êtes un peu l'ambassadeur aussi de votre Turquie en Belgique? Obligé. Obligé. De nature, hein. Oui. Après ces ambassadeurs officieux, j'ai été voir l'officiel à qui j'ai demandé s'il pense que les Turcs de Belgique se sont bien intégrés. Effectivement, ils se sont bien intégrés, mais il faut noter que 80% de ceux-ci sont de nationalité belge. Quand on parle d'eux, il n'est donc plus possible de parler d'étrangers, mais plutôt de Turcs européens. Et vous considérez donc qu'ils sont toujours turcs? Inévitablement, il est difficile qu'ils renient leurs origines. C'est comme quand vous enlevez une fleur de son pot, vous prenez également de la terre pour qu'elle ne perde pas son essence. Très poétiquement, il dit vrai, l'ambassadeur, comme les fleurs transplantées en Belgique, un citoyen turc n'a pas d'autre choix que de conserver la terre et les racines qui le relient à la mère patrie. Le Turc qui habite à l'étranger est obligé de faire son service militaire en Turquie. Pour la Turquie, le Turc n'est pas belgo-turc, mais peut choisir de payer 6 000 € à l'État turc et de ne prester que 2 mois de service militaire en Turquie. Et vous allez volontairement aller faire votre service militaire alors que vous êtes né en Belgique? Bien sûr, j'aime bien mon pays aussi. Mais vous dites mon pays, mais c'est lequel votre pays? La Belgique ou la Turquie? C'est la Turquie mon pays. Vous n'avez pas moyen de payer, donc vous allez faire votre service militaire. Oui. Vous ne trouvez pas ça bizarre que vous êtes belge et que vous devez faire votre service militaire? C'est un peu bizarre. Service militaire en Turquie? C'est un peu bizarre. Je dois maintenant vous parler de 2 formes de pouvoir occulte peu connues qui pourraient expliquer pourquoi certains belgo-marocains et certains belgo-turcs restent sous la coupe des pays d'origine. Il s'agit du Magzen côté marocain et de la Diyanet côté turc. La Diyanet, en gros, c'est le ministère des Affaires religieuses en Turquie. Donc, elle contrôle à la fois les mosquées, les imams, les profs de religion. Tous ceux qui sont, tous les imams qui viennent de Turquie sont financés par la Diyanet. Et payés par la Diyanet par la Turquie, oui. Je me rends maintenant dans une mosquée où m'accueille l'ex-vice-président de l'exécutif des musulmans de Belgique, Isabelle Prel, une Belge de souche convertie à la religion musulmane. Elle dénonce ce qu'elle appelle l'islam des ambassades. On continue finalement quelque part à essayer de renforcer le contrôle sur les citoyens en instrumentalisant la religion musulmane dans la gestion du culte pour renforcer le pouvoir et le contrôle des pays d'origine, dont la Turquie et le Maroc. Et donc voilà, c'est ce que j'appelle l'islam des ambassades. Les ambassades interviennent afin de garder ce contrôle sur la population. Il faut savoir que tous les Marocains sont sujets du roi, lui-même commandeur des croyants et descendant du prophète. Et la législation marocaine leur interdit de renoncer à leur nationalité marocaine. Vous êtes belgo-marocain, Ah oui. donc vous avez 2 rois. 2 rois, oui. Lequel vous préférez? Mon roi, moi. C'est-à-dire? Mohamed VI, hein. C'est le commandeur des croyants, on dit Ouais, souvent. ouais. C'est le chef de la religion. Tout à fait, oui. C'est pour vous aussi. Oui, tout à fait. Vous êtes musulman, Oui, musulman, c'est un peu votre pape à vous, quoi. tout à fait. Tout à fait. Quand vous allez à la mosquée, c'est une mosquée marocaine. Oui, mais on ne croit pas dans le roi. Non. Non, vraiment Pourtant, pas. il est le commandeur des croyants. Non, vraiment pas. Aussi, je ne crois pas dans le roi. Je crois dans Allah. Oui. Mais le roi... Le roi du Maroc, pour vous, c'est rien. Il n'a rien à dire. Oui. C'est ça. Vraiment. Il n'a rien à dire, c'est soit on habite en Belgique, on n'habite pas au Maroc. À Rabat, le pouvoir a aussi un autre moyen efficace pour garder sous sa coupe les Marocains de l'étranger, surtout les plus âgés. C'est le Magzen. Mais c'est quoi le Magzen?
Le Marzen, en gros, c'est un concept d'État traditionnel marocain, mais qui est basé sur l'allégeance au roi. C'est une manière de contrôler, c'est quoi exactement le Marzen? C'est à la fois par des fonctionnaires, des militaires, des policiers, mais ça peut être aussi de simples citoyens qui se sentent investis d'une mission, on va dire, de rapporter, de dénoncer ce que font surveille. Oui. Et ça existe au Maroc, mais ça existe aussi en Belgique? Oui, bien sûr. Une perle maintenant, représentation du Maroc à Bruxelles, où nous n'avons pas obtenu d'interview. Février dernier, peu avant nos élections, l'ambassadeur Samir Adaré parle devant un parterre de belgo-marocains. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une communauté marocaine solidaire qui puisse constituer un lobby pour nous aider à vous défendre. Alternant français et arabe, l'ambassadeur leur dit qu'il constitue une force extraordinaire et les exhorte à prendre exemple sur les Turcs qui, eux, sont bien mieux organisés pour se faire entendre. Sans le nommer, il parle d'un parti, à l'évidence le PS, dans lequel, dit-il, une majorité est avec nous et que Dieu protège, tout en s'en prenant virulemment à ceux qui, dixit, sont contre vos intérêts et ceux du Maroc. Il y a encore une autre raison qui pousse Rabat et Ankara à vouloir garder des liens très serrés avec leurs expatriés. Ce sont les milliards d'euros que leur diaspora rapatrie chaque année vers leur mère patrie. Quant à elle, Isabelle Prel, plutôt que ce qu'elle appelle des islams importés et contrôlés de l'étranger, elle prêche pour un islam made in Belgium. Et donc ce seraient des imams qui, seraient finalement formés en Belgique, issus du territoire belge, du terroir, des produits du terroir, qui connaîtraient l'histoire, la culture, la politique, les institutions, la langue, les us et coutumes. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'imams qui viennent de l'étranger et qui parfois ne parlent même pas français. La plupart, en tout cas, et même dans le Conseil des théologiens, qui est une antenne attachée à l'exécutif, vous n'avez pratiquement personne qui parle une des langues nationales belges. Avant de conclure, écoutez le véritable cri d'alarme que lance le policier maghrébin Hamid Benichou. Nous sommes dans une situation maintenant conflictuelle. Le vivre ensemble commence vraiment à s'écarter. Où d'un côté nous avons nous, et dans ce nous, il y a une partie comme moi qui souhaite uniquement vivre en paix avec nos concitoyens. Et il y a une frange très dynamique qui pousse vers le communautarisme, donc à l'anglo-saxon. Donc ils veulent avoir leur petit quartier, tel Ankara ou choses comme ça, en plein Bruxelles. Non, je dis non, non, non. Je ne veux pas que les gens utilisent l'islam à des fins politiques. Ça c'est clair, net et précis. Alors finalement, l'intégration en Belgique, succès ou échec? Pour une grosse majorité de Belges, en tout cas, c'est un échec, puisque d'après un sondage de la Libre Belgique, ils ne sont que 1 sur 5 à considérer que les populations d'origine étrangère sont bien intégrées dans notre société. Et évidemment, la réponse à cette question dépend du sens que l'on donne au mot intégration, mais aussi de la personne à qui on la pose. Tu es né en Belgique. Oui. Si quelqu'un te dit « Est-ce que vous êtes bien intégré ?» qu'est-ce que tu réponds? Je suis belge, pourquoi je serais intégré? Voilà, je vois pas le rapport en fait. Oui. C'est que pour moi je suis belge. Donc on parle d'intégration, etc. Il n'y a pas de rapport. Si on parle d'intégration à mes grands-parents, mes parents, je peux un peu comprendre. Mais moi je suis né ici, j'ai rien demandé à personne. Donc je suis belge, non? Fin de notre enquête, notre émission se termine. On peut ranger fleurs et cactus. Mais on se retrouve très bientôt sur RTL TVI pour ouvrir un nouveau dossier tabou. Allez, bonne soirée, ciao!